connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Mon complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans un précédent épisode consacré à la série How I Met Your Father, il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Comment tu vas ? Bah écoute, je suis très content de revenir sur la saison des séries avec une série complètement différente de la première, donc du coup How I Met Your Father. Je suis impatient d'en parler. Oui, cette fois, direction Paramount+. Au programme aujourd'hui, la première incursion sérielle d'un monument du cinéma américain, Sylvester Stallone, ou Sly pour les intimes, qui incarne un mafieux qui doit se refaire la main dans la série Tulsa King, disponible sur la plateforme donc Paramount+, depuis le 12 février dernier. Que valent les 9 premiers épisodes de la saison 1 ? Des éléments de réponse avec Franck, juste après un premier extrait. À 26 ans, j'ai fait un serment. Tu sais de quoi je parle. On m'a demandé si ce que j'avais fait valait le coup de prendre 25 piges. Maintenant, je vais voir si c'est le cas. Dwight Manfredi, je veux que tu partes à Tulsa. Et sérieux, là ? Besoin d'un taxi ? On va où, monsieur ? Tu peux te faire des couilles en or, faire tout ce qui te plaît. Je veux voir tes livres de compte. Vous travaillez pour le gouvernement ? J'ai mis ton vigile KO. Et tu crois que je suis du fisc ? Baissez-vous ! Vous m'arrêtez parce que j'ai failli me faire descendre. Je savais pas que c'était un crime, même en Oklahoma. Qu'est-ce qu'un ancien criminel lié à la mafia vient faire à Tulsa ? Quand je le découvrirai, tu seras la deuxième à l'apprendre. Assume, amigo. T'es pile là où t'es censé être. Si tu bosses pour moi, ça va nous rapporter un pognon monstre. Les clubs, les discothèques. Une discothèque ? Tu joues les petits cons sarcastiques. Au casting, Sylvester Stallone, Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella ou encore Dana Delany. 25 ans, c'est le temps que Dwight Manfredi, ex-parrain de la mafia new-yorkaise, a passé en tôle. À sa sortie de prison, lors de retrouvailles avec des proches pour qui il a accepté de purger une si longue peine, on explique à Manfredi qu'il a fait son temps à New York, il n'y a plus rien pour lui dans cette ville. Désormais, il va falloir qu'il crée son réseau de mafieux à Tulsa, en Oklahoma. Dwight est franchement loin d'être ravi par cette idée, mais il n'a pas d'autre choix que d'y aller et de fonder une équipe avec une galerie de personnages aussi improbables que sympathiques. Dans cette série, l'enjeu principal est de savoir si Manfredi arrivera ou non à devenir le roi de la pègre dans une ville paumée, plus de 400 000 habitants, bien plus petite que la grosse pomme et ses 8 millions d'habitants. Tulsa King, c'est une série issue des cerveaux de Taylor Sheridan, à qui l'on doit Yellowstone et Terence Winter. Boardwalk Empire, c'était une série HBO. Alors, pour commencer cette émission en situant bien les choses, pour toi Franck, Sylvester Stallone, dans une série, ça t'inspirait quoi déjà ? Qu'est-ce qui représente pour toi cet acteur ? Est-ce que tu étais impatient ou plutôt dubitatif de le voir débarquer dans le format sériel ? Alors, c'est une très bonne question, et en fait, Sylvester Stallone dans une série, ça m'invite à obligatoirement regarder cette série, déjà. C'est-à-dire que c'est juste pour voir Stallone. Je suis un grand fan de Stallone, j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant qu'artiste, c'est-à-dire en tant qu'acteur et en tant que scénariste, surtout, parce qu'il a scénarisé la quasi-totalité de la saga Rocky et il a participé au scénario d'une partie de la saga Creed, puis il a écrit plein d'autres films. Donc j'aime beaucoup Sylvester Stallone sur les différents aspects de ce qu'il peut faire. Donc du coup là, le devoir s'inviter dans une série qui est tournée autour de son personnage. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le show. C'est lui le personnage principal, c'est pas juste un personnage secondaire, c'est lui le personnage principal. Et donc ça m'a donné vraiment envie de voir cette série. Et du coup j'ai été, en tout cas pour cette partie-là, la partie de Sylvester Stallone fait un show dans une série, ça j'ai été complètement comblé de le voir dans cette série. Oui, hein, c'est vrai que ça interpelle, on est très curieux
C'est incroyable avec la longévité qui est la sienne à Hollywood de n'avoir jamais fait aucune série. Il était temps, on a envie de dire, qu'il se frotte à ce format. Et c'est un vrai plaisir forcément de cinéphile. Nous, on est des trentenaires et on a grandi en regardant ces films. C'est un incontournable. C'est un action man. Maintenant, c'est intéressant aussi de le voir se frotter à des émotions. Et très sincèrement, Franck, ça va te parler en citant cette référence. Ça me tient à cœur de citer cette référence parce qu'on la cite pas assez. Stallone, bien sûr, on pense à Rocky, Rambo, évidemment, les incontournables. Mais il y a aussi, et pour ceux qui n'aiment pas Stallone, je vous invite à aller regarder ce film, c'est Copland. Et oui. Et je me demandais à quel point il allait mettre une dose d'émotion à la Copland dans cette série, éventuellement. Ça m'intriguait. Stallone, c'est un des acteurs, il est pas le seul, mais qui a une mauvaise réputation, mais plutôt une réputation faussée, parce que c'était une des 3 plus grandes stars d'action des années 80. Et du coup, on l'a cantonné que à ça, même sans, et il y a plein de gens qui le font, même sans en fait forcément avoir vu les films, juste par rapport à l'aura qu'ont pu avoir les films. Et en tête de ligne, il y a forcément Rocky et Rambo. Mais si on prend le premier Rambo, c'est un film intimiste, c'est un film très très dur sur le retour et le traitement des personnes qui ont fait la guerre du Vietnam. Rambo, Rocky, le premier, c'est la même chose. C'est intimiste. C'est pas du tout un film sur la boxe, Rocky. C'est un film sur un homme qui veut s'en sortir. Donc il met beaucoup en fait dans ses films d'émotions, mais ce qu'on retient souvent en fait, c'est que c'est des gros bras, c'est qu'il est extrêmement musclé. Alors parce qu'il l'a fait, parce que c'est clairement sur ça qu'il a surfé sa carrière et qui l'a fait devenir extrêmement connu. Il y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de scènes où il met de l'émotion, où des fois il parle de lui, notamment dans la saga Rambo. Clairement, il y a des analogies avec Sylvester Stallone, avec qui il est dans la vraie vie. Justement, tu es lancé, mon cher Franck. Globalement, la série Tulsa King, c'est 9 épisodes. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce qu'on a droit à une série de qualité pour la première incarnation de Stallone sur les écrans plus petits ? Qu'est-ce que ça vaut ? La prestation de Stallone, alors après peut-être que c'est biaisé parce que tout ce que j'ai dit avant sur Stallone, mais je trouve qu'il fait le taf. Il est là, on attend en fait de le voir bouffer l'écran et chaque scène il est là quoi. Il joue le vieux parrain de la mafia, enfin le général du coup c'est son surnom, mais clairement il bouffe chacune des scènes où il est là et c'est fait pour. Après sur l'ensemble de la série, sur ce qu'il peut avoir à dire, en fait on n'est pas sur l'histoire quoi. On est plus sur les personnages, justement, sur suivre justement ce personnage-là et d'autres, mais qui ont forcément moins de place, parce que lui, il en a beaucoup. Et là, en revoyant, je m'étais pas fait la réflexion au départ sur mon premier visionnage, mais là, en la revoyant pour faire le podcast, je me disais qu'en fait, cette série, une des choses qui manque, en fait, c'est un peu de réalisation. La réalisation, je la trouve, elle est, dans l'ensemble, elle est un peu plate, quoi. Il y a des choses, enfin on voit quand on est à New York, etc. Mais ça manque en fait pour sublimer un peu les scènes qui se passent, parce que les acteurs dans l'ensemble sont quand même tous très bons, et de sublimer ces scènes, notamment sur les scènes de dialogue, comme en fait sur la plupart des films de mafia, où il n'y a pas que des scènes de violence, mais dans les grands films de mafia qu'on a vus, il y a pas mal de scènes mémorables qui sont des scènes de dialogue. Si on reprend toutes les scènes de Marlon Brando dans Le Parrain, il bouge pas, il est assis, il caresse son chat, quoi. Et pourtant, il a sublimé le film dès qu'il est à l'écran, et parce qu'il y a aussi la réalisation qui est là. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que Marlon Brando, il y a aussi la réalisation qui est là. Et je trouve que là, dans cette série, c'est ça qui manque un peu. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand il y a des confrontations, notamment entre Stallone et les différents clans rivaux, parce qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'on va revenir dessus, mais je trouve que ça ressort pas assez. C'est ça où je me dis, tiens, il manque un peu de réalisation dans cette série-là. C'est très classique. Ce serait un peu dur de dire que c'est une série un peu pour papa, quoi. Tu sais, les séries pépères, sans prise de risque. Moi, j'ai trouvé ça très, très classique, en effet, dans la mise en scène. En fait, ça va te faire rire, mais c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est que on a l'impression, finalement, d'avoir regardé une fiction avec Tom Cruise, où le héros américain prend énormément de place. On sent que les acteurs qui sont autour de lui se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir Stallone à côté d'eux. Ah oui. Ce mec massif, charismatique, cette gueule, ces décennies de cinéma sur la tronche qu'ils peuvent observer jouer.
On sent que voilà, c'est un vrai kiff pour les seconds rôles d'être à ses côtés. Maintenant, oui, il phagocyte l'espace, il phagocyte la caméra, il prend beaucoup de place, à tel point que c'est pour lui qu'on regarde et on oublie un peu le reste. En effet, toutes les enquêtes, toutes ces histoires de clans, bizarrement, passent un peu au second plan. Et surtout, Stallone va puiser aussi dans ce qui avait fait son succès, à savoir des discours aussi parfois mémorables, de motivation, sur le dépassement de soi, de s'interdire, de s'empêcher de vivre, ce travail de reconstruction. En fait, c'est très bizarre. J'ai du mal à mettre des mots sur cette série parce que je la trouve pas mal dans l'ensemble, mais elle est intéressante plus dans le côté fait pour galvaniser ses troupes et nous, spectateurs, que pour le reste, quoi. Il y a des trames où parfois je m'en foutais. Exemple concret, l'agent de l'ATF, c'était ici, on va en reparler après, qui à un moment donné se tape un gars complètement au hasard, rencontré dans un bar, et pendant ce temps-là, on a une scène de baston. Et on s'en fout du fait qu'elle se tape un gars parce qu'elle a besoin de se rassurer sur le fait de plaire. Et voilà, c'est très bizarre, mais il y a des choses bien et puis des choses dont on se fout complètement. La revanche de Chicky, on va revenir sur tout ça, Franck, excuse-moi, j'anticipe beaucoup. Mais pareil, je m'en fous. Il y a certains aspects dans la série où je me dis, putain, c'est dommage, quoi, que ce soit si déséquilibré. Du coup, ça la rend pas mal parce qu'on a un premier rôle qui est extraordinaire. Voilà. Bah, clairement, en fait, s'il n'y a pas Stallone, cette série, on s'en fout, quoi. Voilà. Si Stallone n'est pas là. Après, les autres, ils jouent bien. Et notamment, moi, j'aime beaucoup Martin Starr, voilà, qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert dans Silicon Valley. Mais voilà, sans Stallone, ça a moins d'intérêt. Alors, après, il devrait avoir une saison 2. Il me semble qu'ils ont déjà signé pour, en tout cas, évidemment, sans spoiler, la fin amène clairement à une saison 2. Et donc peut-être que là, ça va changer. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Il y avait aussi, il faut dire que c'est quand même là où on va installer le cadre. Et pendant toute cette saison, comme tu l'as dit, en fait, il va aussi créer son équipe et se mettre en place et aussi, entre guillemets, rattraper 25 ans de retard. Ça va être aussi un des sujets qu'on abordera sur le décalage entre le papy Stallone, enfin en tout cas Manfredi, du coup Dwight Manfredi, comme il s'appelle dans la série, et le monde qui l'entoure. Une précision importante, donc cette émission contiendra des spoilers. Si vous n'avez pas vu Tulsa King, je vous invite à aller découvrir la série sur Paramount+, et à revenir nous écouter ensuite pour entendre nos avis sur la série avec Stallone. Vous êtes d'ores et déjà prévenus. Oui, on va parler de la personnalité et de Dwight Manfredi, de Sly. Et j'aimerais beaucoup que pour ceux qui n'ont pas vu la série, tu évoques un peu ce qui t'a plu dans l'écriture de ce personnage, et peut-être ce qui t'a moins plu d'ailleurs. Comment il fonctionne, ce mec-là ? Il fonctionne à plusieurs niveaux. Ça reprend aussi des personnages. C'est difficile en fait pour moi d'analyser cette série et ce personnage sans faire des parallèles avec Stallone et avec sa carrière. Mais au départ, le personnage, c'est un capot de la mafia, donc un haut gradé de la mafia qui a fait 25 ans de prison. Donc tu dis, c'est un personnage qui est dur, qui a des principes, parce qu'il a fait 25 ans de prison pour couvrir quelqu'un. Dès la première scène où il retrouve la mafia, ça se passe mal et il allonge un gars avec un seul coup de poing. Donc là, on est quand même très content parce qu'on aime bien quand Stallone donne des coups de poing aux gens. Il lui explose la mâchoire. Il lui explose la mâchoire en un coup de poing, quoi. Ouais. Clairement, il y a des côtés jouissifs dans cette série, parce qu'il y a des moments où tu as des gens qui ont envie qu'ils tabassent et il leur donne des coups de poing et voilà. Après tout ce que j'ai subi pour toi, après tout ce que j'ai perdu, après tout ce que j'ai fait pour cette famille, votre famille, putain, y a rien pour moi. Hey! Tu piges pas comment ça fonctionne maintenant? Ils t'ont dit où aller voir ailleurs. Point barre. Quoi? C'est moi qui pige pas? Sache que j'avais fait mes preuves que t'étais encore un morveux en couche-culotte. Bah maintenant c'est toi qui portes tes couches. Quoi? Ça va pas, t'es un malade mental? Non, je suis pas un malade mental. Le gars, il m'a manqué de respect. C'est un de mes capots, Dwight. Pour toi, Pete, pas pour moi. C'était pas ça, notre accord. Nom de Dieu, j'espérais trouver un certain sens de l'honneur. Tu réclames une compensation. Et moi, je t'offre une ville entière, merde. C'est pas assez. Ce que tu m'offres, c'est l'exil perpétuel. 5 000 $ par semaine pour démarrer. Ouais, pourquoi pas. Et après, il y a tout un côté aussi très philosophe, parce qu'il a lu, pour pas
pas pour tenir. Voilà, quand il était en prison, il a lu, il a beaucoup lu, donc il y a toute cette partie-là, et comme tu le disais, c'est aussi des choses avec ces speeches galvanisants qu'on a l'habitude d'avoir de Stallone, qui vont être là. Et il y a une partie où il est plus fragile, où on voit qu'il a un grand cœur parce qu'il veut s'occuper, il veut renouer avec sa famille, donc sa vraie famille, donc ses liens de sang avec sa fille notamment, et puis il y a des scènes avec son frère qui est mourant, qu'il a au téléphone. Et après, il y a des côtés inquiétants, hein, ça qui est lié à la partie de la mafia. Donc voilà, en fait, il est entre les deux, et il arrive quand même à faire des moments entre eux. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait aussi dans la série, où on alterne entre, il y a des moments de tension et de violence, parce que souvent les conflits vont se résoudre par la violence, hein, mais sur les parties plus avec sa famille, etc., où ça va être plutôt là de la fragilité, et on va voir son grand cœur et les principes qu'il a. Il y a une scène, où je ne sais pas à quel point on peut spoiler, mais il y a une scène où il fait un message pour son frère qui est mourant. C'est poignant, quoi, de l'écouter parler de ça et de dire tout ce que j'ai loupé parce que j'ai choisi cette voie-là de gangster. Donc c'est un personnage assez intéressant, je trouve. Avec son frère, avec sa sœur, hein, avec sa fille, il a coupé vraiment les liens, il les a rompus parce que c'était trop dur. Et d'ailleurs, il se cache derrière cette excuse-là. Je préfère qu'on arrête de se voir parce que c'est trop dur pour Tina, sa fille, et en réalité c'est parce que c'était trop dur pour lui, et il s'est caché derrière cette excuse-là. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que Franck, il a quel âge dans cette série, notre héros ? Il a 75 ans. Et aujourd'hui, à 75 ans, on est souvent qualifié comment d'ailleurs ? De boomer. Et clairement, il y a des choses où il l'est. Mais pour une fois, du coup, c'est pris en compte quand même, c'est ça qui est intéressant aussi. Pas trop sur la partie physique, parce que clairement, après c'est Sylvester Stallone, mais à 75 ans, il y a quand même peu de gens qui peuvent étaler les gens d'un seul coup de poing. Il a encore, il est physiquement, il est encore très très costaud. Oui. Mais il y a hyper mastoc. Voilà, il y a quand même plein de choses qui le prennent en compte sur le fait, sur le décalage qu'il y a entre qui il est et en plus les principes qu'il a. Alors les principes de la mafia et d'un sorte de gentleman du XXe siècle. Et la vie qu'il rencontre 25 ans après. C'est-à-dire qu'il a du mal à comprendre. Il y a plein de petites références. Genre, il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas avoir de vraies tasses à café. Il a du mal avec les démarches administratives. Il fait tout un laïus sur le pronom. Je ne comprends pas cette histoire de pronom entre le il, le elle, le yel. Voilà. Et on sent que ça le dépasse complètement. Évidemment, il aime les vieilles musiques. Il ne comprend pas les délires sur le sirop d'agave. Voilà. Il y a plein de choses où il est très très... la première fois qu'il rencontre son gendre, il va lui dire mais en fait, tu aurais quand même pu me demander la main de ma fille. Il dit, enfin, vous étiez en prison quand même. À l'ancienne. Voilà. C'est fabuleux, c'est assez jouissif à observer. Et je l'avais déjà observé ça dans une série. Ça va pas parler à grand monde, hein, j'en suis navré, mais c'était anciennement diffusé sur TF1. Ça s'appelait Life. Les deux acteurs principaux, c'était Damian Lewis, qu'on a vu plus tard en Brody, dans Homeland, et Sarah Shahi, qu'on a pu voir dans Person of Interest, et plus récemment dans Sex Life, qui est dispo sur Netflix. Et c'est l'héroïne de Sex Life, la jolie brune, brune incroyablement belle. Et dans Life, comme son nom l'indique, en fait, ça veut dire perpétuité. Et dans cette série, le héros entre en prison au début des années 90 et il sort dans la deuxième moitié des années 2000. Donc il y a eu l'émergence des téléphones, des nouvelles technologies, d'Internet, et il est complètement dépassé en fait. Et j'ai aimé retrouver cet aspect-là dans Tulsa King. Petit bémol pour moi, cela il s'accoutume un peu trop vite, tu vois, pour moi. Je sais pas si ça te parle, il y a même un passage où il est un peu trop au courant de ce que sont les bitcoins, la crypto-monnaie, les NFT. Je trouvais ça un peu trop rapide, quoi. Oui, c'est vrai, il s'adapte vite, quoi. Après, il s'adapte vite à tout. Hein. C'est-à-dire que dans la série, il s'adapte à tout ce qu'il y a autour de lui, il s'adapte vite pour... on peut lui laisser le bénéfice du doute qu'en fait, il a fait des recherches pour essayer de comprendre où est-ce qu'il pourrait gagner de l'argent, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il le fait un peu vite. Mais bon, ça donne quand même des petites pointes tout au long de la série, de moments un peu rigolos pour aussi faire baisser la tension et pour voir que voilà, c'est rigolo en fait de le montrer comme ça et qui caractérisait son personnage de cette manière-là, dire en fait je comprends pas tout ce qu'il y a autour de moi, quoi. J'adore parce que il a 75 ans. Il y a un passage, j'en pouvais plus, j'étais mort de rire, Franck. Quand il finit avec Stacy,
Ils finissent par passer une nuit ensemble. On va reparler de ce personnage après, ne vous inquiétez pas. Donc il couche avec. Le lendemain, Stacy lui demande son âge. Il lui dit j'avais 17 ans en gros dans les années 60. C'est ça. Il lui dit en fait qu'il était au lycée quand Kennedy était à la présidence ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Quand Kennedy s'est fait tuer ou un truc comme ça. Elle est choquée. Elle dit quoi? Mais je pensais que t'avais 55 ans bien tapé. Stallone répond tout est dans le bien tapé. J'étais mort. How old are you? Seriously? Well, hey, why don't you just say, hey, Dwight, where were you when JFK got assassinated? All right. Where the fuck were you? I was a senior in high school. Seriously? That would make you, what? 75. Big ones. Oh my God. Are you kidding me? I mean, I would have said you were a hard 55. Hard's the key word here, isn't it? I'm sorry. You know what? I'm gonna go. Is it the age gap? No, this is not an age gap. This is an age canyon. Il y a beaucoup d'autodérision sur son âge. Je trouvais ça très sympa. Et juste dans tout ce que tu as évoqué, Franck, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est que dans cette série, une place immense faite au deuil. On sent que Stallone a perdu beaucoup de gens aussi dans sa vie et qu'il a dû composer avec. Et déjà la place du deuil tout au long de la série. Et j'ai oublié de dire aussi que c'est un personnage qui est nocif, toxique pour les autres, pour son entourage. C'est une gangrène, ce mec. Quand il va à Tulsa et qu'il doit monter son équipe, il sublime autant qu'il peut pulvériser les vies de certains, en fait. Ah oui, il y a plusieurs scènes du coup qui le montrent, où en fait, notamment le personnage donc de Body, qui est joué par Martin Starr, qui au départ en fait ne comprend pas quel est l'intérêt parce qu'il vient pour lui donner sa protection, d'accord, mais contre de l'argent évidemment, hein, c'est un trope classique de la mafia. Il dit mais je comprends pas quel est l'intérêt en fait, quel est mon intérêt là, parce que personne ne vient m'embêter d'habitude. Donc et après il y a même une des membres là, une des camés, ancienne camé de son groupe là, qui lui fait bien comprendre que en fait, depuis que vous êtes arrivé, c'est l'enfer quoi. On va venir avec vous maintenant parce que maintenant on y est, et parce que du coup il a ça aussi il arrive à emmener les foules, emmener les gens avec lui. Il y a d'autres personnages, notamment Mitch aussi, qui lui dit, même Armand en fait, voilà, tous les personnages en fait sont attirés par Manfredi, donc par Stallone, pour faire des choses, même s'ils savent tous en fait que ils vont faire n'importe quoi et qu'il est en train de détruire leur vie en faisant ça. Ouais, ça se traduit encore un peu plus fort par le jeune Tyson, son chauffeur, voilà, issu d'une famille modeste, noire américaine, qui en fait subissait un peu sa vie. Il va à la fac, ça lui plaît pas, il fait un job par défaut, il a cette routine du métro, boulot, bédo, et il se frite avec son père sur la question de son avenir. Son père comprend qu'il est chauffeur pour un mafieux, pour un criminel, quoi. Mon fils, j'ai pas élevé mon garçon pour qu'il devienne un criminel, et il en a marre d'être quelque part trop couvé par ses parents, d'être infantilisé par ses parents. Il a besoin de cette émancipation, et cette émancipation passe au contact d'un criminel notoire. Ouais, ça s'impose un peu comme ça. Ils sont attirés comme un aimant, en effet, vers Stallone. Non, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. En fait, il y a ce côté aimant, effectivement, c'est-à-dire entre ils sont attirés et il y a de la répulsion parce que mais c'est pareil pour sa fille. Elle sait le mal, elle lui en veut, mais elle peut pas s'empêcher quand même d'aller le voir parce que c'est son père et parce qu'elle a envie de se rapprocher, etc. Mais en même temps, voilà, elle lui en veut. Et en fait, tous les personnages vont faire ça, quoi. De son nouveau clan, hein, vont faire ça. Exactement. Il y a une alliée importante quand il arrive à Tulsa, c'est Stacy, l'agent de l'ATF. Alors l'ATF, je l'ai noté. Alors c'est alcool, tabac et firearm, donc arme à feu. Je l'ai noté aussi, du coup, parce que je dis tiens, il y a l'ATF, ok, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc c'est l'agence gouvernementale qui lutte contre les dérives sur l'alcool, le tabac et les armes à feu. Voilà, c'est pas dans son champ de compétences, mais elle a des infos et elle l'informe. Et j'ai trouvé ça très malin qu'ils aient une relation, une liaison tous les deux. Ça m'a rappelé un peu, je sais pas si tu avais suivi, Franck, la série Weeds.
Non, j'avais pas suivi cette série. Alors désolé, je spoil, hein, tant pis. Mais il y a une saison où, en fait, Weeds, pour resituer, c'est une série avec Mary-Louise Parker, la comédienne. Elle incarne Nancy Botwin. C'est une mère de famille qui, du jour au lendemain, se retrouve veuve et se met dans sa petite ville à dealer de la weed, en fait, pour faire rentrer de l'argent. Parce qu'elle n'a pas spécialement de compétences et tout, mais elle sait que tout le monde consomme et elle se dit, je vais me mettre à dealer pour pouvoir gagner ma vie et subvenir aux besoins de mes 2 garçons, mes 2 fils. Un ado et un pré-ado. Sauf qu'un jour, c'est la fin d'une saison que ça arrive. Voilà, elle finit par passer la nuit avec un homme et le lendemain matin, elle se réveille, elle prend la veste du mec et c'est un flic de la DEA, en fait. Donc on voit le DEA sur le dos. Et j'aime beaucoup cet artifice-là créé pour montrer que quelque part Stallone, qui est un criminel, couche avec une personne qui est censée l'arrêter. Je trouve c'est pas mal pour déstabiliser notre héros, en fait. Oui. Mais en plus, c'est quand même bien amené parce que elle le sait pas, quoi. C'est du hasard, quoi. Il la rencontre et ils couchent ensemble, mais... Et elle, après, elle s'en rend compte, et du coup, ça lui pose des questions sur qu'est-ce qu'elle doit faire, à quel point elle doit l'aider ou pas. Sachant qu'elle-même, elle va mal. Hein. Ah oui, clairement. Enfin, elle aussi, elle est en deuil, elle est alcoolique, elle va voir un psy. Elle, c'est le deuil de son couple qu'elle doit faire, et le deuil d'avoir été au plus haut avant et qu'on l'ait foutu dans un placard, quoi. Exactement comme Manfredi d'ailleurs, et ça raconte beaucoup ça, en fait, des gens un peu qu'on met de côté, qu'on parque dans un coin sans se douter du fait que ce soit des futurs winners, des futurs outsiders, quoi. J'aimerais juste savoir, par curiosité, Franck, parce que comme je t'ai dit, tu vois, la série est pas mal, et j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les trames qui t'ont le plus intéressé. Est-ce que c'est ce qui concerne la famille mafieuse côté New York? Est-ce que c'est la composition de la galerie de personnages de mafieux de toute l'équipe de Manfredi, de Sly, qu'il crée à Tulsa? Est-ce que c'est les interactions dans la famille mafieuse à New York ou concernant Sly? J'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a le plus intéressé, ce qui t'a le moins intéressé, en fait. C'est pas facile à dire parce que du coup, en fait, tout est entremêlé puisque tout est lié à Stallone, en fait. Tout a un lien avec lui, donc... Je sais pas comment synthétiser tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, c'est pas évident parce que justement, c'est là où je trouve la série déséquilibrée, c'est que il y a vraiment des trames dont je me fiche. Je parlais d'un exemple plus haut. Je suis désolé, hein, mais pour donner un exemple concret, Chicky qui, tu le vois tellement arriver, ça m'a un peu fait, ça a un peu pour moi fait perdre des points à la série, c'est que tu vois tellement arriver Chicky qui est malmené, qui va se retourner. Parle mal. Ouais, tu le vois arriver à des kilomètres, quoi. Quand il se met à supprimer son père, tu te dis bon. Oui, en même temps, tu l'attends, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis quand est-ce qu'il va le faire, quoi. Et j'aimerais beaucoup savoir les trames qui t'ont le plus captivé, et celles qui te captivent. Celles qui m'ont le plus le capté, c'est quand même la création de son équipe et la découverte de l'équipe et de comment est-ce qu'il va mener son business. Ça, je trouvais ça intéressant, en fait, du coup, de découvrir les personnages qui, au départ, subissent un peu, quasiment tous subissent un peu le fait qu'il arrive, quoi. Et puis après, commencent à tous finalement se mettre avec lui et à développer tous de leur côté, et avec lui, en fait, le business. Ça se voit dans le personnage de Buddy, Martin Starr, qui au départ subit, comme je disais tout à l'heure, et puis finalement après il l'aide, lui donne des conseils pour se battre et pour aller voler le méchant biker, hein. Après voilà, peut-être les intrigues avec le biker. Alors en fait j'aime bien le personnage. Donc on va le citer, c'est Voltrip, si j'ai bien compris. C'est ça, oui c'est ça. Justement, on est dans une bonne série, il faut un bon méchant. Est-ce qu'on a un bon méchant dans cette série? Le problème c'est que là il y en a plus ou moins 2, quoi. C'est-à-dire qu'il y a lui, et il y a Chicky, alors qu'il met un peu de temps, machin, mais on sent que c'est lui le méchant en puissance. Ou en tout cas c'est le retournement de la mafia qui est symbolisé par Chicky. Moi j'aime bien. Il fait méchant, quoi. On sent en fait dès la première scène, comme il a introduit l'aura qu'il a à ce gars, il a une bonne dégaine. Après c'est compliqué de rivaliser contre Stallone, que ça soit et physiquement et sur l'aura qu'on peut avoir quand ils sont dans la scène, quoi. Ça c'est n'importe quel acteur, c'est compliqué, quoi, d'être en face de Stallone à ce moment-là. Exactement. Pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu la série, il y a une guerre des territoires qui s'installe entre les deux, notamment avec cette histoire de protoxyde d'azote
qui est vendu en marge d'une fête organisée sur le territoire des bikers en fait. Et le méchant, c'est le chef des Black Macadam, donc chef des bikers qui tiennent ce territoire et qui ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de Stallone qui va se faire du blé sur leur terre. Et donc du coup, forcément, leur seule manière de faire, c'est de se taper dessus, quoi. Et de tuer des gens. Mais non, il devait servir ton cerveau. Un homme qui passe des années à monter une affaire dans sa communauté, dans son quartier. Maintenant, imaginez cet homme qui rentre chez lui après une grosse journée de travail pour s'apercevoir qu'il y a un étranger dans sa cuisine. Un intrus s'est invité chez lui. L'étranger retire la nourriture de la bouche des enfants de l'homme dont je vous parle. Alors, monsieur Manfredi, pouvez-vous me dire ce qu'il faudrait faire avec cet individu indésirable? Avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour la puissance de votre démonstration. Quant à ce qu'il conviendrait de faire, c'est compliqué, l'ami. Ah oui? Pourquoi? Eh bien, il y a quelques failles dans votre allégorie. Vous avez dit que le business en question a été monté dans la communauté ou le quartier du type de l'histoire, mais je détecte, corrigez-moi si je me trompe, une légère intonation dans votre voix. Quelque chose qui n'est certainement pas d'ici et qui me fait dire que vous n'êtes pas amérindien. Alors ce n'est pas votre pays d'origine et je ne suis certainement pas de l'Oklahoma. Mais pour citer Woody Guthrie, qui lui était de l'Oklahoma, cette terre, ce pays est à vous et à moi. C'est un méchant, un vrai méchant sans foi ni loi. Tu remarqueras que les méchants sont chauves dans cette série. C'est vrai. Voilà. Alors par contre, du coup, j'aimais bien c'est très basique, on s'attendait, machin, mais la symbolisation de Chicky devient complètement méchant à partir du moment où il devient chauve. Alors qu'il enlève son postiche là, et ça y est, c'est moi le méchant maintenant, c'est moi le chef, c'est moi qui. Ouais, c'était simple, mais voilà, c'était bateau, mais ça va bien plus. Je ne vois pas de quel Lex Luthor tu parles. C'est dommage d'avoir un méchant aussi classique dans sa construction et côté Chicky, que la perte de cheveux le rend incroyablement méchant et qui devienne une forme de méchant assumé, quoi. Moi, ce qui m'avait un peu le plus intéressé, en fait, c'était de voir les différents personnages. Mais je suis impatient qu'il y ait en fait une saison 2 pour qu'ils soient un peu plus développés. Tu voudrais que lequel soit développé, par exemple? Il y a Mitch, le barman, il y a... tous, en fait, je trouve qu'ils sont tous intéressants. Ils ont certains des petites histoires. Et je pense qu'ils peuvent être développés. Et après, il faut que je fasse cette référence à un moment ou à un autre, parce que du coup, ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Le personnage de Bodhi, donc à un moment, on se rend compte qu'il a des compétences informatiques très, très fortes. Et il lui demande, mais d'où est-ce que tu sais faire ça? Alors, il lui dit, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise de la tech. Voilà. Et ça m'a fait énormément rire, parce que c'est clairement une référence assumée à Silicon Valley, où il joue le personnage de Guilfoyle, puisqu'en plus, il a la même dégaine exactement. Donc ça m'a fait... éclaté de rire sur le truc. Voilà. Je trouve ça très très drôle en fait de dire potentiellement Tulsa King, c'est une sorte de spin-off de Silicon Valley. Le clin d'œil est sympa en effet, c'est dans le dernier épisode d'ailleurs. C'est dans le dernier épisode, oui, mais en plus on s'y attend pas parce que ça vient comme un cheveu sur la soupe, ils font cette blague, puis ça passe à autre chose, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et oui, en fait, pour reprendre ce que dit un des personnages, là, cette création de groupe là, de Village People, là, parce qu'il y a l'Indien, il y a un Noir, il y a le redneck, il y a le sort d'affranchi en mal de castagne, enfin voilà. Voilà, ce patchwork de différents qui du coup vont être attirés par Stallone pour travailler avec lui. Voilà, ça je trouvais intéressant en fait de les voir et comment est-ce que chacun du coup veut se dire en fait oui c'est illégal ce qu'on va faire, mais en fait j'ai un intérêt et je trouve ça plus intéressant que d'avoir une vie ma vie classique et ma vie pépère. C'est plus ou moins tout ce qu'ils se disent, mais à différents niveaux. Mais que la vie qu'ils leur proposent, même si c'est une vie dehors la loi, même s'ils peuvent mourir, ils trouvent ça tous plus intéressant que la vie pépère qu'ils ont à ce moment-là, quoi. Tu as raison de parler des affranchis, c'est une citation d'ailleurs qui est faite là où on parle de Ray Liotta qui était à moitié italien dans le film. Bien sûr qu'il y a des références faites. Je sais pas si ça t'a rappelé des films, des séries sur des mafieux, justement. Perso, j'ai pas vu Les Sopranos, donc je me risquerais même pas à faire un comparatif, mais... Non, non plus, j'ai pas vu trop de séries avec des mafieux, et après, forcément, dès qu'on parle de la mafia, on peut penser aux Parrains, on peut penser aux Affranchis, à Casino, avec la création du crime organisé, donc oui, je pense qu'il y a ces références-là. Après, j'ai pas vu spécialement à part le fait que quand ils citent les Affranchis vraiment dans la série, mais j'ai pas vu plus de références que ça.
Après, quand on creuse un peu ce que tu disais par rapport aux scénaristes, aux 2 scénaristes, et en fait, c'est rigolo parce que ça fait un peu un croisement de ce qu'ils font, parce que du coup, un des scénaristes, donc Terence Winter, donc il a créé Boardwalk Empire, et c'était un des scénaristes des Sopranos, il me semble. Et Taylor Sheridan, là, en ce moment, sa série phare, c'est Yellowstone, donc une série sur les cow-boys. Avec Kevin Costner. Avec Kevin Costner, voilà. Et avec des dérivés, parce qu'il y a des spin-offs en plus. Il y a une sorte de Yellowstone Universe. Là, 1923, avec Harrison Ford. Voilà. Mais du coup, tu as une série sur les cow-boys, une série sur la mafia. Tulsa King, c'est un peu au milieu des deux, quoi. Parce que clairement, c'est des cow-boys dans la mafia, quoi. C'est à la lisière, en effet, entre les deux, et c'est pleinement assumé. Ça donne un mélange assez détonnant. Et l'émotion dans tout ça, qu'est-ce qu'on en retient ? Cet épisode 3 et cet exercice de contrition, de demande de pardon de Stallone auprès de sa fille, ces excuses qui reviennent de façon permanente auprès des gens dont il pourrit l'existence de façon involontaire quand il les enrôle directement ou indirectement. Qu'est-ce que tu en as pensé de Stallone dans cette frange-là de l'émotion ? Moi j'aime bien. Je trouve qu'il le fait bien. Avec ce que je citais aussi tout à l'heure, la scène, il y a 2 scènes où il parle à son frère qui est sur le point de mourir. Ou en tout cas, à un moment, il parle à sa sœur de son frère qui est mort. Et c'est 2 scènes où en fait il essaye de mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il a ressenti, pour s'excuser aussi de ne pas avoir été là. Et je trouve qu'il le joue bien, il est assez émouvant sur le moment, quoi. Et après, il y a des choses sur l'émotion où on sent qu'il a du mal à gérer ses émotions. C'est un personnage qui ne sait pas ça parce qu'il n'est pas fait pour. C'est un bloc de la mafia des années 80 voilà. Donc il n'est pas fait pour avoir des émotions comme ça. Donc voilà. Quand il y a des émotions, il les gère pas et généralement il tape les gens. Donc boomer et pas déconstruit, tu vois. Voilà. Pleurer forcément, c'est pas et assumer finalement de la tristesse publiquement, c'est pas forcément inscrit dans son ADN, même si il a des comportements qui pourraient. On sent quand même dans l'écriture que on veut pas froisser non plus la gente féminine. Hein. Elles ont de la poigne, elles ont du caractère, les femmes dans l'écriture de cette série. Ah bah oui, elles se laissent pas faire. Voilà. Les femmes qu'il y a, les 2 femmes avec qui il sort, on sent qu'elles sont ses égales, quoi. Elles sont pas, c'est pas des faibles femmes. Voilà, il sort pas avec des femmes qui ont du caractère. Il doit pas les sauver et c'est parfois, même puisqu'on est dans la zone spoiler, hein, parfois même c'est une femme qui peut être amenée à le sauver. Donc. Voilà, et même pour sa fille, hein, quand il va la voir, parce que y a un événement où du coup, quand il apprend que sa fille elle a été violée par un des généraux de la mafia, il lui promet à elle de rien faire. Évidemment, il ne tient pas sa promesse et il va clairement tuer le gars de sang-froid à main nue ou en le finissant à coup de botte. Mais elle lui dit, mais en fait, t'avais pas besoin de faire ça. J'étais passé à autre chose. C'était fini pour moi, ça. J'étais passé à autre chose. Donc, lui, il l'a fait parce qu'il s'en est senti obligé, parce que c'était son code moral de faire ça. Et on ne touche pas à la famille. Mais elle, de son côté, elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de princesse en détresse à aller sauver. Les femmes sont plutôt fortes. Ça, c'est plutôt malin, en effet, au niveau de l'écriture. Nico, the package Bugliosi was the only one who'd come check in on us from time to time. Do you remember the package? Yeah. I just saw him at the hospital. Well, let's just say one Tuesday night, while Ma was working a double, I learned the hard way why he's called... Why he's called what? Nothing. No, it's not. No. Wait a minute. That's not nothing. Stop. Called what? The package? Just is that forget it. what? No, I'm not. What are you trying to tell me? I don't want to talk about it. I don't even want to think about it. No, okay? No, please. I'm begging you. No, just... Tell me what. He did nothing. Just forget it, okay? I can't forget. No, please, just... Please don't do Tina, anything. please, Okay? I'm No. begging you. Just tell me. No. I'm asking you. Promise me you won't do anything. Juste quelques infos pour les sériphiles qui nous écoutent. Au niveau des guest stars, j'en ai reconnu 3. J'ai reconnu Michael Beach, le père de Tyson.
donc le chauffeur de Manfred, qui jouait dans une série des années 2000 que j'aimais beaucoup. C'était New York 911. C'était une série dans laquelle on suivait des secouristes, des flics et des pompiers. Et c'était le Doc. Il jouait dans cette série, tout le monde l'appelait Doc. Voilà, mon petit Doc Parker. Et sinon, pour citer des noms plus connus, les fans des frères Scott, je sais qu'il y en a. Le père de Mitch, le barman, Babe, c'est ce vieux monsieur qu'on voit. C'est Coach Whitey des frères Scott, le coach de l'équipe des Ravens de Trill. Et enfin, la plus grosse guest, je pense, c'est Dana Delany, qui jouait Catherine Mayfair dans Desperate Housewives. Et il y a aussi une autre guest, je sais pas si c'est une guest, mais il y a une des filles de Stallone qui joue. Il y a Scarlett Rose Stallone qui joue Spencer. C'est une de ses filles. Okay. Voilà, qui est la barman et après qui va s'occuper du cheval. C'est une de ces 3 filles. D'ailleurs, lui qui participait à une télé-réalité avec elle. Oui, voilà, c'est ça. Il va commencer ça. Je suis curieux, mais un peu déçu qu'il fasse ça. Surtout qu'il en a pas besoin. Hein. Bah non, mais je pense que bon, c'est pour faire connaître ses filles, sûrement. Parce qu'à l'époque, les Kardashians avaient fait ça évidemment pour se faire connaître. Mais bon, j'espère que voilà, je suis pas sûr de regarder, mais j'espère que ils resteront, ils vont pas dériver comme les Kardashians parce que voilà. Non, on est d'accord là-dessus. Petit aparté, ces 3 filles les 3 sont magnifiques. Hein, ah oui, c'est toutes des bombes atomiques, ouais. Ah, mais c'est voilà. C'est clair qu'ils ont fait des beaux enfants dans la famille Stallone. En même temps, sa femme est très très belle aussi. Ouais. Et on le souligne parce que mine de rien, elle joue de cette image glam, cette image papier glacé, en se disant que comme elles sont extrêmement télégéniques, ça va amener forcément du succès, des relais sur Twitter, sur Instagram, de ces filles qui dégagent ça va forcément faire parler, quoi. Un peu comme les Kardashians à l'époque d'ailleurs. Cette série, pour toi, Franck, elle plaira à qui ? Est-ce qu'il y a besoin d'être fan de Stallone, des fans de films ou de séries mafieuses ? Alors, est-ce qu'il y a besoin d'être fan de Stallone ? Je sais pas, mais si on est fan de Stallone, clairement, il faut la regarder. Hein. Voilà. Et après, si on est fan de séries mafieuses, oui, pour le côté complétiste de voilà. Après, je pense que c'est pas une série en tant que série sur la mafia qui fera date, quoi. Parce que, je trouve que l'histoire, comme on l'a dit, on n'est pas vraiment sur l'histoire. À la rigueur, on est plus sur la construction des personnages et les liens entre eux, plus que savoir vraiment ce qui se passe dans la série. Mais par contre, oui, il faut la regarder pour Stallone, en fait. Complètement. Clairement, c'est comme ça qu'elle est vendue, et c'est clairement ce qu'on a. Voilà, il n'y a pas de mensonge sur le produit, pas de publicité mensongère. Non, clairement, voilà, on te vend, c'est la première série de Stallone, et en fait, t'as du Stallone tout le temps, quoi. Et t'as différent quand même, t'as un éventail de Stallone, t'as pas que Stallone qui joue le mafieux, voilà, t'as Stallone qui joue un peu sur les émotions, qui peut faire des blagues, qui a des côtés décalés, qui va rire aussi de lui-même parce que il a 75 ans, et que, voilà. Que le monde a changé. Le monde a changé, voilà, et pas lui. Voilà. Mais j'aime beaucoup vraiment, moi ce qui me frappe c'est le travail de reconstruction en fait. On en a parlé tout à l'heure, mais ne serait-ce que pour ça, de comment on apprend à se reconstruire après 25 ans, un tiers de sa vie, il le dit, hein, qui a été enlevé. C'est plutôt intéressant et après on n'est pas dans un truc hyper poussé sur le plan psychologique, hein, on va se calmer. Mais cet aspect-là, en tout cas de la série, m'a fait tenir. J'espère que ce sera un argument suffisant pour peut-être vous donner envie de vous plonger dans ce Tulsa King. T'as quelque chose d'autre à dire, Franck ? Oui, peut-être j'avais un truc sur lequel on n'a pas parlé encore. Oui. Il y a tout un pan en fait avec un cheval qui est solitaire en fait, qui fait partie d'un ranch. Hein, oui, Pilot. Tout le monde laisse se balader dans la ville. Et au final, que Stallone du coup va acheter pour sauver de l'euthanasie, hein, parce que du coup ils en ont marre en fait qu'ils se barrent. Voilà. Et je pense qu'il y a un truc à voir dessus. J'ai du mal à mettre des mots sur ça, mais je pense qu'il y a un lien clairement, parce que sinon cette scène n'a aucun sens. Mais il y a un lien du coup à faire entre son personnage qui a envie de liberté, comme le cheval, là, et en même temps après qui revient et voilà. Mais j'ai du mal un peu à définir ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est là sur pourquoi est-ce qu'on laisse ce cheval en liberté et pourquoi est-ce qu'on nous en parle. Et plusieurs fois dans la série, en fait, il le montre et il va s'éprendre en fait de ce cheval. Et après, il va même le monter. À la fin, une des scènes finales de la saison, c'est que du coup, je pense qu'il arrive à monter le cheval. Je pense qu'il fait un peu la paix aussi avec lui-même. Et je pense que le cheval symbolise un petit peu aussi le côté je suis perdu.
D'accord, j'arrive dans cet univers là et je suis perdu. Et il y a un temps du coup pour pouvoir s'habituer, s'accoutumer à retrouver cette ville. Je pense que c'est le cheval qui symbolise ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est ceci de mettre en scène qu'est-ce qui traduit notre sentiment de liberté en fait. Concernant un monde où on est un environnement dans lequel on est entravé, donc il doit rester dans son enclos et basta, ou est-ce qu'au contraire on doit respecter le fait qu'il ait besoin de se balader dans toute la ville parce qu'il fonctionne comme ça et qu'il finit toujours par revenir ce cheval. Et oui, je pense qu'il y a une métaphore autour de ça en effet. Oui, c'est ça, voilà. Et de manière générale, je pense que même la série, elle a une sorte de métaphore sur la carrière de Stallone, sur cet acteur, ce grand acteur des films d'action des années 80, qui arrive du coup maintenant dans le monde des séries, comme ce grand capot de la mafia, qui arrive du coup dans une nouvelle ville dont il ne connaît pas les codes, avec du coup des codes qui ont changé depuis 25 ans. Je pense qu'on peut faire un parallèle. Souvent, on peut faire des parallèles d'ailleurs entre la vie de Stallone et ce qui se passe dans ses films, souvent avec la saga Rocky. Et là, je pense que c'est aussi le cas, en fait. Donc, si on creuse un peu, on peut voir ça, du coup, de ce monument qui arrive à Tulsa, et de ce monument des acteurs américains, des films d'action américains, qui arrivent enfin dans une série. Et comment est-ce qu'il va s'adapter, comment est-ce qu'il va rentrer dans la norme, et un peu pousser les murs, parce que il faut quand même qu'il fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire distribuer des mandales. Il y a de la baston, rassurez-vous, hein, il y en a vraiment à tous les étages, et il y a du meurtre aussi violent de mafieux qui sont dans la torture et dans l'exutoire, on sent qu'ils aiment ça en fait. Ah oui, c'est ça, il y a des meurtres, il y a une course-poursuite en voiture lors d'un passage de permis de conduire. Oui, c'est improbable ça. Oui. Ça c'est très très drôle ça. Un peu à la Taxi où l'examinateur d'auto-école se pisse un peu dessus, quoi. Et quand tu évoques tout ça, je suppose que tu attends avec beaucoup d'impatience la série prévue avec une autre légende du cinéma d'action, c'est Arnold Schwarzenegger. Oui, pour Fubar, c'est ça, cette série Oui, bah oui. Alors là, du coup, lui, il a l'air d'aller dans un registre différent. Quelque chose qu'il a plus ou moins déjà fait, c'est-à-dire sur de la comédie. Alors, jamais j'ai fait de série, mais il fait plutôt de la comédie. Donc, bah oui, je vais regarder, on va voir. Il peut bien faire la comédie, Schwarzenegger, donc en se moquant de lui-même. Donc j'espère que c'est ce qu'il va faire dans cette série. C'est disponible depuis le 25 mai sur Netflix. Voilà, on vous laisse vous faire votre propre opinion sur la série Tulsa King. Elle est disponible sur la plateforme Paramount+. Vous avez droit à 7 jours gratuits. Moi, j'en ai profité pour pouvoir regarder cette série parce qu'on a trop de plateformes et que j'ai pas envie de payer 50 plateformes, donc je pense pas rester dessus. Mais sachez que vous avez accès, vous avez 7 jours gratuits. La série comporte 9 épisodes et elle a d'ores et déjà été re-signée pour une saison 2. Je dis pas de bêtises, hein, Franck ? Oui. Voilà. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi, Franck, d'avoir été avec moi pour cet épisode. Eh ben écoute, encore un grand merci de m'avoir invité. C'était vraiment un vrai plaisir de parler de cette série. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries et de son spin-off Un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcast ou encore Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter @piloteparfait ou sur Instagram, la saison des séries. Un grand merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.